Quel plaisir de vous inviter aujourd'hui dans notre nouvelle vidéo YouTube, non pas parce qu'on a déjà un cadre extraordinaire, mais c'est aussi le sujet de cette vidéo qui est quand même extraordinaire pour le coup. Une McLaren 600 LT, on va pouvoir prendre le temps tranquillement ici, avec le beau temps, dans un cadre majestueux, de pouvoir vous décrypter clairement la radicalité de cette voiture. Vous allez voir, je vais user d'adjectifs de ce type, un peu comme radical. Vous allez voir, il y en a énormément parce que quand on la regarde, tout ce qu'on regarde est radical sur cette voiture. En attendant, j'en profite pour remercier le château de Canac qui nous invite et qui finalement nous fait le cadeau de pouvoir nous prêter son parterre juste devant ce château du XVIe siècle. On n'avait encore jamais shooté de photos ni de fait de vidéos ici. Et c'est donc avec un énorme plaisir que Monsieur Busset nous a du coup invité à passer le portail de son château et on est très heureux de pouvoir vous présenter ce véhicule. On pourrait penser que c'est un véhicule un petit peu anglais, on pourrait penser aussi que c'est un château un peu à l'anglaise et du coup on est un peu dans une romance fabuleuse de passionnés de sport automobile. En attendant, je vous invite à liker, partager, commenter cette vidéo. Pourquoi pas vous abonner comme je le disais et actionner la cloche pour être notifié lorsqu'une vidéo sort. Petit détail, si vous pouvez booster la vidéo, il y a un petit boost qui nous aide à référencer notre vidéo pour qu'elle puisse revenir plus haut dans le référencement et donc faire plus de vues pour pouvoir vous proposer du contenu encore plus riche, encore plus passionnant et pourquoi pas arriver à avoir les moyens demain de pouvoir aller sur circuit avec ce type de voiture pour vous montrer ce qu'elles ont vraiment et réellement dans le ventre. Vous inquiétez pas, un essai à la fin de cette vidéo sera fait. On va pouvoir aller faire un essai routier. Je vais essayer de vous retranscrire ce que je vis à l'intérieur de ça. Ça va être compliqué parce que c'est toujours difficile à transmettre. Néanmoins, je vous promets que des sensations, il y en a. Et le but étant de vous en procurer. En attendant, on est là, comme je le disais, au château de Canac avec cette auto. C'est la première McLaren que nous avons depuis toujours chez Bonfils Automobile. On a le plaisir d'avoir d'entrée de jeu une voiture ici où le travail de radicalité, de performance a été fait. La 600 LT est un modèle homologué pour la route, un des plus radicaux qu'ait fait McLaren. Alors bien sûr, je sors les Senna qui sont à compter sur des séries ultra limitées. Mais en tout cas, cette voiture qui est sortie en 2018, qui est sortie uniquement pendant un an, nous fait l'honneur de rejoindre notre stock. C'est un achat stock, ce n'est pas une reprise. Et donc notre acheteur, Paul Hugo, s'est clairement fait plaisir. Et on est toujours très heureux de recevoir ce type de produit dans notre proposition. On a des clients qui sont très passionnés et du coup qui cherchent ce type de véhicule-là exclusif. Alors on pourrait la comparer à la Porsche GT3 RS, on pourrait la comparer éventuellement même pour certains qui pourraient dire que celle qui l'a devancée, la 570 S, pourrait être comparée un peu à une Porsche 911 Turbo. Là, on est dans la cour des grandes, quasiment de la GT3 RS finalement en termes de chrono. On est avec les Ferrari, on est avec les Lamborghini. Là, on est dans la grande cour des hypercars. Et vous allez voir qu'en fait, McLaren, ce n'est pas que une écurie qui fait de la Formule 1 aujourd'hui. C'est une histoire. Il y a une ADN avec McLaren. Il y a ce monsieur McLaren qui était un pilote de Formule 1 qui a toujours voulu faire sa voiture optimale, qui a créé son écurie, qui a fait courir les plus grands pilotes de tous les temps. Je pense à Ayrton Senna, je pense à Alain Prost, je pense à tout autre pilote qui nous ont fait vibrer derrière la télé. Moi, je me rappelle, j'avais 10 ans à peine. Je me rappelle même pas. Je me rappelle de ces McLaren aux couleurs Marlboro blanche et rouge qui nous faisaient vibrer, surtout quand tous les deux étaient coéquipiers. En attendant, McLaren, ça a une histoire et ils ne se sont pas échappés en termes comme on disait, de performance. Monsieur McLaren voulait toujours faire un véhicule toujours plus performant à son image. Et je crois qu'aujourd'hui, dans l'ADN, on a toujours cet esprit de vouloir faire le véhicule le plus performant possible et ils ont en plus réussi à homologuer ce type de voiture, ce qui fait qu'aujourd'hui on a la chance encore de nos jours, dans les années 2010-2020, à avoir des véhicules homologués pour la route qui soient radicaux, qui nous fassent vibrer, qui nous fassent transpirer. Alors certes, au niveau tarif, ce n'est pas les voitures les plus abordables. Là c'est clairement... il faut avoir beaucoup travaillé pour pouvoir se permettre d'acheter un jouet comme celui-ci. En attendant, c'est un joli BHAG, comme dit mon cousin Edouard, c'est un joli rêve, un joli step qu'on peut se
permettre de projeter parce qu'il est autorisé en fait de pouvoir projeter nos rêves. Et il faut d'ailleurs, c'est ce qui nous permet le matin de savoir pourquoi on se lève et pourquoi on va au boulot. En attendant, là, les passionnés de voiture et surtout ceux qui aiment le pilotage pur, c'est la voiture qu'il vous faut. J'ai parlé de concurrentes. Moi, clairement, là, je la mets dans la cour d'une Pista, pas n'importe quelle Ferrari. On a eu des 458, des 488 chez nous, qui étaient des voitures finalement ultra radicales avec un son extraordinaire. Mais en termes de performance pure, rapport poids-puissance perfo, je crois que McLaren arrive dans le haut du panier et notamment face à une Pista. Voilà, j'ai pas honte de le dire. J'ai eu la chance d'essayer une Pista une fois dans ma vie et on est clairement dans le même acabit. Par rapport par contre à une Porsche GT3 ou GT3 RS, alors on pourrait dire qu'en termes de tarifs, on est plutôt par rapport à une GT3 Club Sport, hein, c'est là où on pourrait la catégoriser. Finalement, elle joue quand même dans la cour de la GT3 RS, qui est quand même pour le coup plus chère. Là, on est à peine au-dessus des 200 000 euros, malus inclus, puisque c'est un véhicule dont le malus a déjà été payé, puisque c'est un véhicule d'occasion français. Et donc, finalement, avoir une voiture hyper car, hyper radicale à un peu plus de 200 000 euros, finalement, est-ce que ce n'est pas une aubaine? Est-ce que ce n'est pas une opportunité pour vous qui aurez toujours voulu vous payer une des voitures les plus rapides du monde? C'est peut-être l'opportunité. Une GT3 RS, c'est quand même un peu au-dessus. Les Ferrari, et on ne parle pas d'une Pista, c'est clairement au-dessus. On est au double. Donc, c'est peut-être une opportunité. Sachez que chez nous, nous avons la McLaren 600 LT, la moins chère de France actuellement. Alors, il n'y en a pas énormément. Le marché n'est pas abondé. Vous allez sur le Bon Coin, vous en trouverez, le Bon Coin, la centrale, les marketplaces, quel qu'il soit. Vous en trouverez peut-être une vingtaine, une trentaine. Sachez juste que par rapport au kilométrage à l'année, nous avons la 600 LT la plus optimisée en termes de suivi, kilomètres, équipement, tarif. On a le meilleur rapport aujourd'hui chez Bonfils Automobile. Alors je ne dis pas ça pour faire le mariole et je dois faire preuve d'humilité. Néanmoins, c'est un fait. Il vous suffit simplement de vous rendre sur les sites d'annonces. Alors, par quoi commencer? Je ne sais pas, clairement. Moteur, châssis, sensation, intérieur, motorisation. Enfin, je propose qu'on commence par là parce qu'on est là. Mais en fait, sur cette voiture, il y a toujours quelque chose à dire. Elle est complètement incroyable. J'ai les yeux qui portent justement sur ces échappements. Je propose qu'on finalement fasse en avançant et vient ce qui vient. Moi, vous savez, j'ai ma façon un petit peu de communiquer qui est spontanée. On me le dit souvent dans les commentaires de ces vidéos YouTube. N'hésitez pas à vous-même laisser un commentaire. Mais en fait, je viens à dire ce qui vient et je ne récite pas un texte tout fait. Donc, on va commencer par les échappements. Je vous invite à regarder les clapets juste à l'intérieur. Vous savez, des fois, on se pose la question comment fonctionnent ces clapets. En fait, tout simplement, lorsqu'on passe en mode track, lorsqu'on a le call start ou pas, ces clapets s'ouvrent et se ferment. Et donc, on a un bruit, un son qui change. Alors ici, sachez que la distance qu'il y a entre le moteur et la sortie d'échappement, il n'y a pas grand-chose. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est le poids. Parce que si on gagne 50 cm de tube d'échappement, on gagne du poids. Et donc là, le fait qu'il soit directement à la sortie c'est du moteur et on a gagné un poids énorme. On a aussi gagné en sonorité, puisque plus c'est court, plus ça fait du bruit, mais aussi c'est plus réactif. C'est-à-dire que plus l'air s'échappe rapidement, plus ça fait ce phénomène coup de pied aux fesses. Et clairement, dans cette auto, on le ressent littéralement. Inconvénient, la chaleur. Vous savez, un échappement, ça fait énormément de chaleur. On a la carrosserie qui est juste à côté. Du coup, McLaren a développé des grilles et une sorte d'isolation thermique très importante, y compris la lunette arrière qui est spécifique et justement qui est faite pour absorber ces chocs thermiques, puisque là, clairement, on a les échappements qui sont à ce niveau-là. Donc, la 570 LT avait ses sorties d'échappement assez importantes d'ailleurs, hein, ici à l'arrière sur le diffuseur. Là, on les a fait passer juste ici pour gagner du poids. Et vous allez voir que le poids, par rapport à sa devancière, on en a gagné, c'est pas rien, un quintal, 100 kg. Et croyez-moi que sur la 570S, ils n'avaient pas été forcément toujours généreux avec le poids. Ils avaient été déjà à la course au poids. Et gagner 100 kg sur une voiture comme ça, c'est une prouesse d'ingénierie. Et on peut féliciter les ingénieurs de chez McLaren parce que même si ce n'est pas la voiture la plus haut de gamme, la plus puissante que l'on ait de la gamme, on a par contre le rapport poids-puissance et sensation, parce que ça j'insiste beaucoup avec le côté sensation, le côté non aseptisé, qui est presque le meilleur de toute la gamme McLaren. Tant qu'on est à l'arrière, on a cet énorme diffuseur. Regardez, on a travaillé bien sûr la pénétration dans l'air, l'appui aérodynamique. Et là, on a travaillé ça jusqu'à l'extrême. Et regardez cette finition. On a ici la lunette de la caméra qui est juste là. On a l'anti-brouillard
qui est juste au-dessus, qui est intégré finalement à cet énorme diffuseur arrière. Et bon là, autant vous dire que je vous déconseille fortement d'accrocher votre pare-choc arrière, sinon c'est la galère, parce que je ne vous dis pas le prix de ce diffuseur. En attendant, on retrouve des sorties, des grosses aérations justement pour l'aéro qui sont énormes. Là, vous voyez, on peut penser que, en fait, grâce à la Formule 1, McLaren arrive à développer leur modèle de série et je suis convaincu, et même c'est sûr, ça a été dit, ça a été écrit, que tout le travail des composites, du carbone, de l'aéro, etc., ça sort de l'industrie de la Formule 1 et ça arrive finalement sur leurs véhicules de série. Donc même si c'est peint, tout est en carbone. Là, on imagine juste quand on touche qu'on voit que c'est léger. Tout est léger sur cette voiture et c'est incroyable. Petite chose, j'ai demandé à Rémi, là, où c'est qu'étaient les feux en fait, parce que je ne voyais pas le bandeau. J'ai dit, mais en fait, ça c'est une grille, mais où sont les feux? Ça c'est un catadioptre. En fait, les feux sont ici, en forme de virgule. Et c'est ce qui fait du coup le clignotant, la veilleuse arrière, et le feu est ici. Tant qu'on est là, Rémi, regarde ces pneumatiques. C'est les Pirelli Trofeo R, c'est-à-dire la gamme la plus performante chez Pirelli, la plus tendre, etc. On dirait clairement des pneumatiques, des slicks. Regarde les pattes doigts, on croirait que c'est des slicks. Et c'est incroyable, on le sent quand on l'a conduit, la tendreté du pneumatique. C'est sûr que là, vous ne pourrez pas faire 50 000 km avec, ça dépend bien sûr comment vous roulez, mais même le pneu est tellement tendre qu'il accroche tellement fort que vous aurez du coup un pneumatique qui va s'user rapidement. On est en 2,85/35 par 20 et voilà. On retrouve ici les étriers de frein McLaren orange avec bien sûr les freins céramiques. Alors le gros étrier bien sûr de frein et le petit étrier pour le frein à main, juste ici. Donc on reconnaît bien sûr le composite céramique des disques de frein. On va s'intéresser aussi aux avants qui sont vraiment très grands. On peut voir que McLaren, finalement, l'esthétique, avoir des roues en 28 pouces, ça ne sert à rien. En fait, on est en 19 à l'avant, on est en 20 à l'arrière. C'est pour la performance. Et là, vous voyez, ça passe très juste entre l'étrier et la jante. On est vraiment juste. Mais on a une performance hyper aboutie en termes de freinage. Il faut savoir que cette voiture, et j'anticipe, hein, quand j'ai dit qu'ils avaient gagné 100 kg, je n'ai pas dit combien elle pesait. À vide, cette auto pèse 1 tonne 250. On a quand même, je vous le rappelle, un V8 derrière. Donc c'est là aussi, et je l'ai dit, une prouesse d'ingénierie, d'avoir une auto aussi imposante, parce que quand même elle est longue, hein, ça ne paraît pas. Quand on l'a manœuvrée ici, on s'est rendu compte qu'elle avait quand même une longueur assez importante. Elle est imposante, et pour autant on n'a que 1250 kg. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi la 570S, pourquoi la 720S, et pourquoi ils l'ont appelée la 600 LT? Alors déjà, chaque fois qu'il y a un chiffre, ça correspond au nombre de chevaux. 570S pour 570 chevaux. La 600 LT fait 600 chevaux. Pourquoi LT? C'est le long tail. Long tail qui rappelle finalement une McLaren qui est sortie en endurance il y a maintenant plusieurs années, qu'ils avaient rallongé pour travailler l'aérodynamique. Alors là, ce n'est pas significatif, on n'a pas 50 cm de plus sur la voiture. On a néanmoins une longueur supérieure à la 570S et on a du coup l'arrière qui est un petit peu plus long pour gagner un peu en aéro. C'est là en fait d'où vient le LT, long tail. C'est pour rappeler cela. En tout cas, sinon il aurait appelé la 600S, mais il voulait marquer le coup et montrer que sur ce véhicule-là, ils avaient travaillé des choses plus que les autres. Je propose qu'on s'intéresse à présent à sa teinte, qui est vraiment très mystérieuse. Pourquoi mystérieuse? On dirait que là, quand je la vois à l'ombre, on dirait qu'elle est noire. Là, je la vois noire. Regardez là, elle plonge avec les ombres et tout, elle est noire. Mais non, en fait, quand on la regarde au soleil, on a la chance aujourd'hui, en Aveyron, d'avoir un beau soleil qui égaye notre vie. Là, une McLaren, un château et le soleil, qu'est-ce que vous voulez de plus? On pourrait presque se poser là. Mais sinon, regardez cette couleur. Un violet foncé, métallisé, très nacré. Même sur la même aile, je vois du violet et je vois du noir. On peut le voir. Alors là, je suis désolé, on a un petit peu roulé la voiture à quelques taches. Mais on peut voir le métallisé, mais surtout son côté très nacré. Je vous dis, sur le même élément, je vois du noir et je vois du violet. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, quand il y avait des gens qui faisaient un peu de tuning, rappelez-vous, c'était cette fameuse mode, on avait les couleurs caméléon. Et en fonction du même élément, on le regardait et on avait des couleurs différentes. Je vois du noir et juste à côté, je vois du violet. Et ça, c'est incroyable. Incroyable. Donc cette couleur est vraiment noble et vraiment mystérieuse. Et ça me plaît énormément, ce violet. Et par contre, quand on le regarde vraiment au contre-jour, on ne voit plus du tout de noir et on ne voit que du violet. Ça, c'est quand même fou. On peut le voir, regardez ce nacre, vraiment très très beau. Regardez ce couloir d'air qui sort directement des roues avant. Ça fait un couloir ici. Ça, en fait, il y a clairement à l'intérieur, on peut retrouver des renfoncements. Et cet air, il va s'engouffrer dans l'échangeur là-bas pour pouvoir finalement
alimenter ce moteur V8, je n'ai pas parlé. Côté moteur, on retrouve un 3,8 litres qui fait donc 600 chevaux, 620 Nm de couple. On a ici un moteur qui demande qu'à rugir. Ah ben voilà, tu rentres en immersion dans le moteur. C'est effectivement c'est un moteur avec beaucoup de cylindrée qu'on n'a plus tout à fait l'habitude de voir. Oui, on aurait préféré entendre un moteur Admo. Oui, on aurait préféré peut-être avoir un V10. Mais sur le poids que fait l'auto, je ne crois pas que ce soit vraiment utile d'avoir 2 cylindres supplémentaires. C'est juste par rapport au turbo. Voilà, le son n'est pas aussi bon et la sensation de conduite et les régimes moteurs ne prennent pas autant. Mais vous allez voir que lors de l'essai routier, ce moteur en redemande et je vous garantis qu'il monte malgré tout au dans les tours. Tant que nous sommes à l'extérieur, on va s'intéresser à sa coupe. Prends un peu de recul, Rémi. Regardez le centre de gravité de la voiture. Je vais m'asseoir. Vous allez regarder à combien de centimètres du sol je suis assis. Et regardez, vous allez voir aussi la position de conduite que j'ai, telle une position d'un pilote d'endurance. Regardez mes jambes. Ma position de conduite, elle est parfaite, tout simplement. Et regardez le centre de gravité. Je crois que McLaren, ces ingénieurs sont je pense, des psychopathes du centre de gravité. Ils ont réussi à trouver un centre de gravité parfait entre le positionnement du moteur, la position de conduite et surtout finalement la hauteur. On se croirait finalement dans une voiture de course, comme si elle avait été étudiée que pour la course. Sauf que c'est une voiture qui est sortie à la série. Mais ça, c'est incroyable. Juste en passant, je ne sais pas si vous avez remarqué peut-être quelque chose, je ne sais pas, ici, la porte, regardez ça. Alors il y a un petit interrupteur juste dessous qui est très très discret. C'est juste un petit bouton en plastique ici. Tac, on ouvre. Et là, regardez les portes papillons. Ça, c'est la classe. C'est incroyable ces portes comme c'est. Mais déjà, ça apporte une accessibilité très importante. Et puis on sent que la porte, elle est toute légère. Ils ont fait des efforts partout. Et c'est très agréable. En fait, quand on rentre là-dedans, ça donne une envie d'attaquer obligatoirement. Et regardez cet effet barquette. Cet effet monoplace un peu. Ici, finalement, on a la serrure qui est là, mais regardez comme elle déporte par la carrosserie, juste ici. Et devant aussi, on se croirait à l'intérieur d'une monoplace où finalement, il y a une petite carrosserie sur les roues. Mais on pourrait penser qu'on est dans un prototype. Et ça, c'est quand même fabuleux. Ce montant-là, quand on est assis, je vais le refaire. Quand on est assis ici, on a l'impression que je touche le sol sans aucun problème. Et là, en fait, la position de conduite, tout tombe super bien et on a juste envie d'attaquer. Et on a juste envie d'aller sur un circuit et de pouvoir bombarder. Après, c'est vrai que, je le répète, c'est plutôt circuit, son terrain de prédilection. Des circuits même rapides, c'est pas gênant. Des circuits pas forcément aussi sinueux que les de nom, qui ne sont pas toujours faits pour des voitures, qui conviennent bien pour des voitures moins puissantes, une Alpine, une Lotus. Mais là, même un circuit rapide comme Barcelone, on pourrait vraiment se régaler. Vous le savez, j'ai acheté un simulateur il y a peu de temps. J'ai essayé une McLaren sur le simu parce que je savais qu'on rentrait ça, donc j'ai été l'essayer avant. Ah ben, c'est un truc de barjo. Donc on était à l'extérieur, on va continuer et finir à l'extérieur. On va essayer de regarder un petit peu l'ergonomie, la place que l'on a. Si vous voulez partir un week-end avec madame, au château, pourquoi pas. Et bien on va essayer de regarder ça. Donc, j'espère que madame n'est pas trop coquette et que vous partez pas trop longtemps. Ici, donc, on a la bâche d'origine, de chez McLaren, qui est juste ici. Finalement, quand on enlève ça, il va rester finalement 2 valises cabines. Il va pas falloir partir 15 jours avec madame, mais c'est quand même pas trop mal. On pourrait même penser qu'il est légèrement supérieur à celui d'une Porsche 911. Donc ça reste plutôt généreux pour la partie ergonomie. Mais je crois que si vous achetez ça, c'est pas tout à fait pour déplacer des choses. C'est plutôt pour aller vous amuser sur des sortes qui tournent en rond comme ça, hein, du circuit. Vous m'avez compris. Au niveau de l'avant, on retrouve ces optiques et cette forme d'optique charismatique de toutes les McLaren. On peut revoir ici un petit peu la P1, on peut revoir ici les autres modèles de McLaren. Hein, on reconnaît un petit peu ça. Par contre, cette lame devant qui vient loin, ça c'est quand même super beau et tout est travaillé pour l'aéro. Moi ici, les échangeurs qui sont faits pour refroidir, c'est pas juste fait pour faire beau. On a réussi à allier l'esthétique et le côté performance. Et ça, on peut les féliciter pour ça. En attendant, une voiture très basse, une voiture très agressive, très profilée et une voiture surtout très performante. On va regarder l'intérieur. Alors, vous voyez, cette matière, l'Alcantara, une McLaren, c'est constitué de 98% d'Alcantara. Non, parce que les 2% c'est du carbone. Voilà, non, j'exagère un petit peu. Ici, les boutons pour pouvoir ouvrir le coffre devant. Vous voyez, tout est étudié. La petite marque Bowers & Wilkins, juste ici, on le retrouve
avec un son grandiose. Hein. Toi Rémi, je sais que tu aimes ça. Et là, c'est clair qu'on ne sait plus s'il faut écouter le moteur, le son, on ne sait plus trop. Et regardez l'intérieur, viens avec moi de l'autre côté. À l'intérieur, on y retrouve, comme je disais, beaucoup d'Alcantara, bien sûr ciel de pavillon, bien sûr tout la planche de bord, vraiment partout, sur piqûre légèrement orange. Et tout ce qui n'est pas Alcantara finalement est du carbone. Voilà. Et c'est du vrai, et il est beau, il est bien lissé, bien poli. Donc les palettes, le volant, la console centrale, ici, on en a partout autour de tous les boutons de commande. Et le volant Alcantara, qui rappelle bien sûr la compétition. C'est un toucher incroyable, vraiment très beau. Bien sûr, Virtual Cockpit. On n'achète pas ça pour je ne pense pas qu'on veuille acheter une tablette hyper innovante lorsqu'on achète une McLaren, mais ça reste plutôt facile d'utilisation. Mais regardez, on va même dans le détail. Les commodos sont incurvés pour gagner du poids. Hein. Et pareil de l'autre côté. Et finalement, la commande du Virtual Cockpit se fait avec, avec ces petites commandes-là, un petit peu à l'ancienne. On est effectivement à la fin de l'analogique, avant la partie ultra électronique, mais ça reste fonctionnel et c'est pas, que je le répète, c'est pas pour ça qu'on vient acheter ce type de voiture. Cette voiture est unique, vous savez, dans une Aston Martin, on peut retrouver du Mercedes, dans une Alpine, on retrouve du Renault. Dans pas mal de voitures, dans une Ferrari, on retrouve du Fiat, malheureusement, ou du Jeep, etc. Une McLaren, on retrouve du McLaren. Je n'ai pas trouvé de composants partagés, ou du moins je ne connais pas, je reste tout à fait humble, je ne connais pas tout. La clé est clairement unique. J'ai jamais vu de clé comme ça. Les commodos sont uniques. Les boutons sont uniques. Je n'ai pas trouvé, en fait, de composants similaires à d'autres marques. J'aimerais m'arrêter rapidement aussi sur ce petit logo 600LT à l'intérieur. Là aussi, on pourrait imaginer qu'il est dans un matériau hyper noble et hyper léger surtout. Et regardez ces sièges qui sont donc en carbone à l'arrière. Alors, je ne sais pas si tu vas le voir, c'est intéressant que j'avance un petit peu. Ici, on peut voir du coup les carbones, des baquets hein, carbone comme des baquets qui sont fous. Et puis, regardez, sous les tapis, alors je me permets d'enlever le petit bloc là, voilà. On retrouve le châssis carbone juste dessous. Et là, ça ne triche pas. Ce n'est pas de l'esthétique, c'est clairement de la chasse au poids et la chasse à la performance. Donc une coque en carbone, c'est fou. Et alors, au niveau des sièges, ceux-là sont déjà très bien, très jolis. Confort, on en reparlera lors de ces routiers. On sent quand même que c'est raide, mais c'est pas inconfortable. J'ai fait 20 minutes de route et finalement, on n'a pas l'impression d'avoir les os directement sur le carbone des fesses. Mais en tout cas, voilà. Juste, il faut savoir qu'en option, alors ça coûte plutôt cher, une option à 30 000 €, mais on peut retrouver les sièges de la Senna qui sont hyper fins en carbone, qui reviennent ici un petit peu et qui sont encore plus finis que cela. Ça existe, mais encore voilà, c'est une histoire d'argent. Petit bémol de cet intérieur, on retrouve quand même beaucoup de boutons. Alors, ces boutons-là, ça ne fait pas très fini pour une voiture de course. On aurait peut-être préféré des interrupteurs, l'image d'une voiture de course ou autre, mais bon, c'est pas, voilà, ça c'est les goûts, les couleurs. On a ça, on ne sait pas trop ce que ça vient faire là, le micro de Freddie Mercury, Under Pressure, mais bon, en tout cas, je ne sais pas trop pourquoi ils ont posé ça là. C'est pas très, je veux dire, c'est pas très noble, pas très sobre, c'est tout en fait. Après, on a quand même une voiture très finie, avec un bruit fou, et je vous propose finalement qu'on aille faire un tour juste avant. Regardez ces ceintures qui rappellent les étriers orange, les surpiqûres orange. En fait, cette voiture transpire la passion, transpire la performance et transpire la vitesse. Qu'est-ce que vous en pensez? Si on va faire un tour, j'ai sûrement oublié des choses, mais on va pouvoir en discuter en roulant. Et venez avec moi, on va tester ça. C'est parti, on va tester cette auto. Bon, bien sûr, on n'a pas la chance d'être sur un circuit. On aurait préféré aller à Albi, qui est très proche de chez nous. Malheureusement, c'est pas possible, on n'a pas accès à ces pistes là. Donc on va essayer ça en mode un petit peu route, on va dire un peu comme si c'était des routes de rallye, peut-être un peu plus large, avec une ligne au milieu, avec une route où j'ai l'habitude d'aller. De toute manière, dans tous les cas, comme je l'ai dit à chaque fois, on ne va pas pouvoir faire les fous parce qu'il faut respecter le code de la route, il faut montrer l'exemple à tout le monde. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aimeraient voir du drift, de la vitesse, des VMAX, etc. Malheureusement, on est en 2026 et on ne peut pas faire ce qu'on veut, c'est compliqué. Comme je dis déjà, au moins pour montrer l'exemple. Alors, on est à l'intérieur, on a beaucoup de modes différents sur cette voiture. C'est comme je dis, une voiture quasiment de compétition, une voiture de course. Je ne sais même pas par quoi commencer, tellement il y a de choses à dire. On va commencer
par parler un petit peu d'habitabilité. Alors ce qui est formidable, c'est son centre de gravité, vous l'avez vu, et la position de conduite. J'ai l'impression d'être au volant. Je vais enlever le mode manuel. Hop, voilà, c'est bon. J'ai l'impression d'être au volant d'une, je sais pas, d'un proto. Un prototype, un peu une voiture qui ne serait pas homologuée, quoi. Une voiture de course, mais ça paraît faux qu'elle le soit homologuée. C'est pour moi une voiture de course homologuée pour la route, voilà, tout simplement. C'est beaucoup plus ça qu'une voiture de série qui a été faite pour la course. On est clairement sur une auto qui dégage, quand on la pilote, une sportivité, une radicalité, comme rarement j'ai pu voir, déjà dû à sa position. Voilà, quand tout tombe super bien, on a déjà une position très basse, on est dans un cockpit. On a ce gros montant ici à gauche qui cale le pied gauche super bien et finalement les pédales tombent super bien. Les baquets, tout simplement, hein, il suffit de le voir. Ces baquets-là, on dirait que c'est des baquets carbone, un peu comme une voiture de course, avec un peu plus de confort malgré tout. Et voilà, quand on est en mode normal, on a les échappements qui sont normaux. La voiture ne fait pas un bruit extravagant du tout. On sent que c'est quand même un look extravagant parce qu'on ne peut pas rouler, mettons, dans Rodez sans que tout le monde tourne la tête. Tous les jeunes sortent leur téléphone, les gens regardent deux fois. Toujours, il y avait trois, je me gare à peine, il y avait 3 personnes autour qui prenaient des photos. C'est une voiture qui plaît énormément, déjà juste par son look, très très basse, très agressive. Et puis même si tout le monde ne connaît pas McLaren, les gens se demandent mais qu'est-ce que c'est cette marque? Donc c'est vrai qu'elle est très attrayante de l'extérieur. À conduire, quand on roule normalement, en fait moi je pourrais conduire une voiture, on pourrait dire finalement ça se conduit très bien, quoi. Oui, c'est bas, mais on y voit bien, la visibilité est bonne, que ce soit les portes, que ce soit le pare-brise, elle est plutôt bonne. Pour reculer, c'est sûr que derrière, par contre, on voit très peu parce qu'il y a le moteur et puis il y a une toute petite lunette à l'arrière. Là, on va arriver sur un dos d'âne, donc il y a le lift, il suffit simplement de l'enclencher. Ça tombe bien, j'ai personne derrière moi. Donc là, hop, je choisis mon mode lift, hop, tac, je descends, je prends le lift, j'actionne, je monte. Hop, tac. Assiette de véhicule normale. Et là, je le monte. Hop. Ça y est. Le véhicule monte là. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra. Mais le véhicule monte. Alors j'ai quelqu'un derrière qui est peut-être pas très patient. Mais en tout cas, là, voilà. Elle était quasi montée. Ça y est, j'ai la flèche là. La voiture, ça y est. Elle est en haut. Position haute. Et là, je risque absolument rien. Il faut savoir quand même qu'avec le lift, on monte quasiment de 10 cm. Ce qui est énorme en fait. Et par contre, dès que je vais rouler à une certaine vitesse, la voiture va se mettre à redescendre. Donc là, vous voyez, même à 50, elle reste en haut. Mais je crois que c'est dès lorsqu'on dépasse 80. Tac, ça tombe bien, il y a un autre dos d'âne. Voilà, sans aucun problème, on passe le dos d'âne. Donc là, je vais me remettre en mode normal. On va voir à bout de combien de km/h ça repasse en mode normal. Ça y est, tac. C'est 70 km/h. Au-delà de 70, la voiture retrouve son abaissement normal, on va dire. Ensuite, le but, quand on a une 600 LT, c'est pas que de rouler papy, tranquillou. C'est rapidement de passer en mode sport. Que ce soit sur les modes powertrain ou le mode châssis et moteur, quand on passe en mode sport, de suite on a le son qui augmente, les clapets qui s'ouvrent et on a clairement un son qui est beaucoup plus agressif. On a aussi un châssis qui est plus raide, mais on garde quand même en mode sport pas mal d'assistance, de conduite, d'anti-patinage, aussi de correction de trajectoire. Donc on est en mode sport, on va dire plutôt gentleman, ou quelqu'un qui veut profiter du son, profiter d'un châssis un peu plus raide, mais qui se sent pas trop de pouvoir attaquer, entre guillemets. Et là on a déjà une voiture un peu plus raide, un peu plus dynamique. Et c'est lorsque je passe en mode track, où là, alors là il n'est pas encore changé, là je suis en mode track. Là, j'ai l'affichage qui change totalement. J'ai mes pressions de pneus, la température dans chacun de mes pneus. Donc là, j'ai les pneus froids. J'ai un shifter énorme devant là, avec mon compte tour. J'ai bien sûr la boîte méca qui s'est mise. Alors, je peux la repasser en mode manuel, en boîte auto si je veux. Hein. Mais d'office,
Quand on est en mode track, on est en boîte méca, c'est-à-dire palette au volant. Donc là, on a une voiture beaucoup plus radicale. Et après, si on veut pousser tout à son paroxysme, il suffit d'enlever le mode ESP, anti-patinage et correcteur de trajectoire. Et là, voilà, là on est en mode le plus bestial, radical que peut fournir cette McLaren 600 LT. Et là, on le sent de suite. Je ne sais pas si vous voyez à ma tête, mais la moindre petite bosse, ça tape fort. Alors, je pense en toute honnêteté que le mode track sur une petite route n'est pas le bon mode, n'est pas le bon setup. Il vaudrait mieux rester en sport, avoir une voiture un peu plus souple pour qu'elle cherche moins la route, qu'elle soit moins raide. Et je reste persuadé qu'un mode sport suffit. Tous les gens nous font des appels de phare, nous font. Bon, pourtant je roule à 80, donc là il n'y a pas d'histoire de. Je suis à ma droite et tout le monde fait des appels de phare. Tout le monde aime cette voiture, c'est incroyable. C'est complètement fou. Donc là, vous voyez, cette auto, quand on conduit la mode track, elle est quand même très raide. Là, on sent que madame à côté n'est pas forcément contente de ce mode-là parce que c'est quand même très raide. Mais on a un châssis qui est ultra réactif. Je prends un virage à droite, même doucement. Bam! On retrouve un petit peu la sensation de la GT3 RS quand on est en mode Sport Plus. On ressent le côté très directionnel de l'auto. Et je le dirais encore plus parce que là, on a l'impression d'être à ras du sol et on a des sensations même à basse vitesse qui sont très vivaces. Voilà, on a vraiment l'impression d'être dans un petit karting. Je pense que vous avez tous fait au moins du karting de location. Et quand on est au volant d'un karting, on a même un karting de loc, 4 temps, on a ce côté très directionnel de la direction, comme si elle était complètement directe en fait. Et là, quand je suis en mode le plus radical, ben, j'ai l'impression que je conduis un karting, tout simplement. Ça, c'est quand même hyper fort. On va faire demi-tour et puis on va pouvoir essayer un petit peu les modes un peu plus on va y aller un peu plus fort pour voir un petit peu ce que ça donne en termes de moteur, de boîte. Parce que déjà, je vous spoile pas, mais la boîte est incroyable. On va aller faire le demi-tour dans le village de Camboulazet et vous allez voir en fait le bruit et la réactivité de la boîte à vitesse, elle est complètement folle. Autre chose que je voulais dire aussi, c'est qu'à l'intérieur de cette auto, on retrouve 100% Alcantara, je vous l'avais dit. Quand c'est pas de l'Alcantara, c'est du carbone. Voilà les deux composants de l'intérieur de ces caisses. C'est complètement fou. Alors là, je suis en mode méca, du coup, j'étais complètement en sur-régime. Alors on a une personne devant, on va pas pouvoir rouler trop fort, mais c'est pas grave, on va la laisser partir. Je continue avec mon explication de l'Alcantara. C'est feutré, c'est magnifique, c'est sobre. Moi j'adore l'Alcantara de base, bien plus que le cuir. Et là on a l'impression qu'on est, vous savez, ces voitures de course avec le tableau de bord en Alcantara pour éviter d'avoir l'éblouissement. Mais là ça fait vraiment pareil. Et puis ce carbone, on sent qu'il est brut. Enfin brut. On sent qu'il est pas là que pour faire beau. C'est pas un autocollant, c'est du vrai carbone. Et c'est aussi pour le poids. Et ça c'est quand même vraiment formidable. C'est vraiment très beau. On a aussi le son, je l'avais un peu dit en présentation, le Bowers & Wilkins, qui est le son très haut de gamme qui équipe cette auto. Et en fait, on ne sait plus s'il faut écouter le moteur ou le son parce que ça fait un son tellement pur, tellement net que c'est vraiment très agréable à écouter. Voilà, seul petit truc, je l'avais dit, c'est ce petit micro là qui est posé, cet auto-parleur, en fait, ce petit HP là au milieu du tableau de bord, on ne sait pas trop ce qu'ils ont fait là ici. Mais bon, c'est pas grave, pour le reste, c'est fabuleux. Le carbone aussi, je voulais montrer aussi tout à l'heure, on le retrouve au sol, mais c'est pas pour faire beau. Hein. Là, c'est carrément, il faut savoir que la caisse, la coque, est en carbone. Et du coup, c'est ce qui permet aussi d'avoir cette réactivité, bien sûr cette légèreté. Et on le sait, un vélo en carbone ou un vélo en alu, ou un vélo en acier, ça n'a pas la même réactivité. Non seulement c'est plus léger, mais c'est aussi une gestion de la rigidité qui est exceptionnelle et qui restitue encore bien mieux que tous les autres matériaux. On sait le carbone coûte cher, c'est noble, mais c'est aussi pour la performance. On va faire déjà une première accélération où il y a 2 virages. On va pouvoir voir un petit peu ce que ça donne. Alors de suite on perd un petit peu la motricité. Voilà, de suite on se retrouve collé au siège. C'est impressionnant.
vous dire que ça arrache. Ça arrache grave. On a l'impression qu'on est complètement scotché. Deux virages, vraiment pas vite. Là, j'étais en dessous 90 km/h. Déjà, en fait, on est collé au siège. On prend le virage, on reprend l'autre, on freine. Et ce que je voulais vous faire écouter, c'était ça. C'est la boîte. Je vais me mettre à 90, je vais descendre mes rapports et vous allez écouter ça. La boîte, quand on baisse les rapports, elle est folle. À peine on effleure le levier, bah elle a aucun temps de réaction. Elle est folle. Regardez même en montant. Oh, c'est fou. Une auto de course. C'est une voiture de course, cette voiture. Et encore pure. Donc bien pire. Moi, j'ai conduit effectivement des moteurs Atmo, parce que je fais partie de la génération où on pilotait des voitures atmosphériques. Mais le temps de réaction où on passe le rapport, il est incroyable. Le moteur, il respire, il souffle. Il y en a partout, en bas, en haut, au milieu. Il est plein. C'est vraiment bluffant. Puis les pneus. Les pneus, comme je vous l'ai montré, c'est quasiment des slicks. Donc ça veut dire qu'il y a une adhérence en plus. Alors oui, force, quand on met du gaz, une voiture qui fait 1 tonne 250, avec moi dedans, avec un peu d'essence, on doit faire 1 tonne 4. Mais c'est normal en fait, quand il y a 600 chevaux, on est à un rapport poids-puissance qui est incroyable. Et c'est normal que ça patine un peu, on n'a que 2 roues motrices. Mais par contre, on sent que le pneu il accroche. Et surtout, le fait que le moteur soit central, on n'a pas ce coup de survirage soudain ou ce sous-virage désagréable qui pousse le nez. On a une voiture qui est très équilibrée. Alors par contre, bien sûr, il est interdit de prendre les cordes, d'aller frotter dans les cordes, il y a du carbone partout. Là, même le châssis est en carbone, comme je l'ai dit. Donc là, il n'est pas question d'aller toucher quoi que ce soit dans les cordes, les cailloux, le goudron, quoi que ce soit. On va tâcher de rester sur la route. Je vais faire demi-tour et je vais faire un retour un peu plus franco pour voir un petit peu ce que cette auto a dans le ventre en termes d'appui. Après, comme je l'ai dit, je suis tout déconnecté. Je vais repasser en mode powertrain. Powertrain, je reste en track et je vais me mettre en sport uniquement au niveau du châssis. Et normalement, on devrait avoir une voiture un peu plus souple. En fait, je fais un peu l'épicier parce que bon, déjà, je veux pas la casser. C'est une voiture qu'on va vendre, donc je veux pas y taper trop dedans. Mais c'est incroyable. Incroyable de vivacité, de précision. Le trait avant est chirurgical. En fait, c'est même plus la puissance qui nous impressionne sur cette voiture. Ce qui nous impressionne le plus, c'est son châssis, sa direction, c'est sa finesse de pilotage. C'est ça qui impressionne. La puissance, en fait, on peut la trouver, si on veut, dans d'autres voitures qui savent accélérer fort, mais qui n'ont pas de châssis. Je prends toujours l'exemple de la Jaguar F-Type, qui a un super moteur, un 5 litres, 550 chevaux, mais en fait qui est quasiment inexploitable, surtout en propulsion. Un truc comme ça, oui, ça s'exploite. Alors je vous dis, là, c'est pas son terrain de jeu, la route comme ça, elle fait un bruit de fou. Et quand on est en mode track, en powertrain, elle pète. Elle en fait des renvois de gaz qui pètent dans les oreilles. C'est une tuerie. Vous ne m'enlèverez pas que je reste un éternel fan du moteur atmosphérique. J'ai eu la chance de conduire des 458, des Ferrari 458, qui, elles, arrivent à nous fournir un son extraordinaire.
surtout en haut régime. Ça fait un bruit où là, on a l'impression que le moteur va exploser tellement ça prend des tours. Là, c'est pas pareil, c'est pas le même charme. Oh. Alors on va essayer dans ces virages un petit peu plus sinueux. On se met en deux, on voit le couple. En fait, le couple, ça manque pas, hein. Je sors en deux, mais en fait, il y a la puissance partout. Hein. Petit ciel. On réécarte un peu et on rentre. Ouais, cette caisse, elle est incroyable. Tout simplement, en fait, on retrouve une sorte de dextérité avec l'auto. En fait, on la place où on veut, on la met comme on veut. En fait, si on décide de la poser à 4 cm de la corde, ben on est à 4 cm de la corde. C'est-à-dire qu'elle est tellement précise et tellement réactive qu'on en fait ce qu'on en veut. C'est quand même fabuleux, fabuleux, fabuleux cette caisse. Je sais pas si j'ai déjà connu une voiture aussi. Je sais pas si j'ai déjà connu une voiture aussi précise. Pourtant, j'en ai essayé quand même des supercars, des hypercars. Je crois que son point fort, ouais, comme je disais, c'est pas sa puissance telle quelle, parce qu'il y en a plein d'autres, hein, des concurrentes qui font pareil. Ça freine fort. Regardez, j'ai du volant, j'ai mis gaz en grand. J'avais du volant, hein, j'avais à peu près un quart d'heure de volant. J'ai mis gaz en grand. Le couple est arrivé instantanément. Et en fait, j'ai pas du tout surviré. Il y a de la motricité, je vous garantis. C'est une voiture qui est efficace. Elle n'est pas que belle, elle n'est pas que légère, elle n'est pas que puissante, elle est performante. Voilà. Le rapport entre tout ce que j'ai dit et la perfo, eh bien, je ne sais pas s'il y a vraiment mieux que ça. On pourrait la comparer à une GT2 RS, on pourrait la comparer au Lamborghini, mais pour moi, il n'y a pas match. Je crois que c'est une des hypercars les plus efficaces que moi j'ai pu essayer. On arrive de cet essai avec cette McLaren 600 LT. C'est clairement une voiture de fou furieux. Il n'y a pas de compromis entre, on pourrait dire, la puissance, le poids, la vivacité, le châssis, etc. Il n'y a pas de compromis. C'est une voiture qui est incroyable. Non seulement elle est belle, elle est basse, elle a un centre de gravité hyper bas, elle tape à l'œil, elle est vraiment magnifique en termes d'esthétique. Même si ce n'était pas le but au départ de cette voiture. Au départ, c'est la performance sans aucun compromis, je l'ai dit. Mais en plus, voilà, elle est belle, mais en plus, à conduire, elle est incroyable. Les gens l'adorent. Alors moi, je ne suis pas du type avoir une voiture ostentatoire et de se faire voir. Ce n'est pas mon truc. Je vous dis juste ce que j'ai constaté lorsque j'ai roulé avec dans les rues de Rodez, en allant au château notamment et autres. Mais les gens sont là, waouh, cette caisse. Je vois des mecs avec les mains sur la tête, etc. C'est vrai, c'est vrai. Elle est très, très, très charmante. Elle est très, comment dire, séduisante. Et ça, c'est quand même quelque chose de fou. Ce que je peux conclure pour cette vidéo YouTube, c'est que non seulement je me suis régalé, croyez-moi, je ne me suis pas forcé. Je l'aurais bien fait en dehors des heures de boulot sans aucun problème. Croyez-moi, c'est vraiment une voiture incroyable de plaisir, de sensation, je dirais même de fusion avec elle. Moi, j'aime le pilotage. J'aime vraiment pas les voitures aseptisées. J'aime vraiment pas les voitures sous-vireuses. J'aime vraiment pas les oignons, les merguez. Je peux vous dire qu'avec cette voiture, je pense qu'en termes de pilotage,
on touche le Graal. Je ne dirais pas que c'est le Graal, mais on y touche. On se rapproche énormément. Encore une fois, je n'ai pas essayé ça dans des conditions où elle est là plus à l'aise, c'est-à-dire une piste, même une piste rapide. C'est une hypercar, je le rappelle. Moi, je l'ai essayé sur des routes de campagne, je l'ai essayé sur une 2 fois 2 voies, j'ai fait une accélération pour voir. Et bien, déjà là, c'est quand même quelque chose de grandiose. Après, on le sait, c'est une voiture légère qui est adaptée. Tout a été fait pour la performance, les freins, la boîte, le moteur, le châssis, la légèreté. Tout est étudié pour la performance et ça se sent, ça se ressent. Ce que je pourrais dire à la fin de cet essai, c'est que c'est vraiment un pur plaisir. Maintenant, il faut avoir les moyens d'avoir une auto comme ça, non seulement à l'achat, même si je trouve que ça reste plutôt raisonnable. On parle d'un peu plus de 200 000 € pour une hypercar, clairement avec 20 000 bornes, je trouve ça largement raisonnable, très largement raisonnable même, au vu du travail, d'aboutissement, d'ingénierie qu'a cette auto, c'est largement raisonnable. Après, il faut voir aussi la partie entretien. C'est vrai que des McLaren, on en retrouve peu. Lyon, Paris, Monaco, on a Genève, mais c'est tout quoi. Et là, dites-vous que quand vous rentrez chez McLaren, que vous donnez les clés, vous avez intérêt à être prêt pour la facture parce que clairement, ça coûte très cher. Cette auto sort de révision. Ça nous a permis du coup de pouvoir acheter ça dans de bonnes conditions. Elle est peu bornée, elle est intéressante en prix. Bien sûr, on est les moins chers de France. Je vous inviterai à aller du coup faire votre veille concurrentielle pour nous montrer qu'il y en a une qui vous soit un peu plus chère. Ça, clairement, on sait qu'on est hyper placé sur ce produit. Voilà, si je peux conclure, ça a été un pur plaisir de pouvoir essayer ça, de pouvoir ne serait-ce que la regarder, de voir un petit peu le travail qui a été apporté, que ce soit au niveau esthétique, au niveau des détails intérieurs, la finition, au niveau des performances, tout ce que les ingénieurs ont travaillé en Angleterre et ces techniciens qui ont monté tout à la main. Franchement, c'est coup de chapeau à McLaren. C'est trop bien d'avoir des marques comme ça qui transpirent, qui transpirent tout simplement la performance. Et ça fait vraiment plaisir de retrouver encore dans notre temps des autos comme ça. J'espère que ce contenu vous a plu. Moi, en tout cas, ça m'a plu, mais j'espère qu'à vous, ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, mettre un coup de boost. Ça nous aide énormément pour le référencement. N'hésitez pas aussi à commenter, nous dire ce que vous en pensez de ce produit. Si vous avez un peu plus de 200 000 €, est-ce que vous le mettez là? Est-ce que vous le mettez dans une Porsche? Est-ce que vous le mettez dans une Ferrari? Quitte à ce qu'elle soit moins performante. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Et puis, la partager, c'est important aussi. Montrer à vos copains que voilà, il y a cette auto qui est à Baraqueville, il y a un mec assez spontané qui a pu l'essayer et qui, voilà, c'est sympa de pouvoir le partager aussi avec d'autres personnes. Et puis, on vous invite aussi à nous rejoindre sur l'ensemble des réseaux sociaux. On a fait du contenu sur cette auto celle-là aussi, ça a été un pur plaisir. Donc, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite très rapidement, j'espère vous voir, pourquoi pas, ici dans notre salon pour partager un café, partager la passion automobile. C'est ce que l'on a besoin encore parce que, croyez-moi, la passion progressivement s'estompe. La flamme malheureusement devient de plus en plus petite. Et nous, notre but, c'est de la raviver. Et notamment avec ce type de vidéo. On espère que, voilà, comme je vous ai dit, ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur la prochaine vidéo YouTube. N'hésitez pas à actionner la cloche pour être notifié dès lorsqu'une nouvelle vidéo sort. Donc, abonne-toi, c'est très très important. Je te dis à très bientôt sur le contenu Bonne Fils Automobile sur l'ensemble des réseaux sociaux. À très bien.